Anvers, le marché du vendredi à la fin du XXe siècle. Voici déjà plus de 400 ans que se tient sur cette place agréable la vente aux enchères hebdomadaire. Le somptueux musée Plantin lui sert de toile de fond. Du côté ouest de la place, la façade caractéristique du XVIIIe siècle abritait jusqu'en 1876 les ateliers et l'habitation de la famille Plantin-Moretus. Christophe Plantin naquit vers 1520 dans la région de Tours. Vers 1549, il vint s'installer dans la métropole anversoise. Ces éditions, d'une qualité remarquable, jouirent très vite d'une renommée internationale. En qualité d'architypographe du roi Philippe II d'Espagne, il reçut régulièrement des hôtes de marque. Leur visite suffit à les convaincre de la compétence professionnelle de Plantin. Les hôtes étrangers sont reçus dans le petit salon. Au-dessus de la cheminée est accrochée une ancienne copie de La Chasse au lion de Rubens, dont l'original est conservé à Munich. Cette œuvre fait partie de la collection du musée, au même titre que près de 150 toiles et portraits de famille. Les murs de cette petite salle intime sont ornés de remarquables tapisseries du XVIe siècle. Elles représentent des scènes de la vie de la souveraine des Massagètes qui vainquit et tua Cyrus, le grand roi des Perses. Les tapisseries à côté de la cheminée reproduisent des scènes allégoriques. Les hôtes sont accueillis par Plantin dans le grand salon. Dans cette pièce, nous nous attardons devant deux magnifiques cabinets d'art anversois du XVIIe siècle. Comme dans la plupart des salles de l'hôtel Plantin, nous retrouvons ici aussi le symbole de Plantin, le compas d'or portant la devise « Labore et Constantia », travail et constance, et l'étoile des Moretus. Ces symboles figurent tant sur les vitraux que sur les tableaux, la porcelaine et les corbeaux sculptés. Ici sont accrochés les portraits de Plantin, de son épouse Jeanne Rivière, de sa fille Martine, de son gendre Jean Moretus, de Balthazar Ier Moretus et de Juste-Lipse. Sous la jolie galerie couverte se trouve l'escalier au lion, portant le blason de Balthazar III Moretus et de son épouse Anne-Marie de Neuf. Les invités se rendent à la boutique de la rue du Saint-Esprit en traversant la galerie. Le long des murs de cette librairie du XVIIe siècle, les rayons sont chargés d'éditions de Plantin. C'est ici que le client est confronté aux superbes éditions en 2 couleurs sortant des presses de Plantin. Sur le comptoir, un trébuchet et une boîte à déneraux, de quoi se munir contre les faux monnayeurs. Au mur, un index des livres défendus et un prix courant des livres scolaires fixé par un magistrat anversois.
À travers la cloison vitrée, nous apercevons l'arrière-boutique. Au pupitre trône le comptable s'acquittant de sa tâche quotidienne. À l'extrémité du comptoir se trouve une presse qui devait éviter que les feuilles fraîchement imprimées ne se recourbent. Comme dans bien des salons d'hôtels particuliers du XVIIe siècle, les murs sont recouverts de tapisseries d'Audenarde. Dans les tableaux champêtres, le vert donne le ton, d'où le nom de verdure donné à ces tapisseries. Dans le petit couloir donnant sur la cour intérieure, nous remarquons l'effigie de Balthazar III Moretus dans un écusson richement travaillé. Le parterre et la vigne contribuent à faire de la cour intérieure et de la galerie couverte un cadre intime et reposant, tout imprégné de l'esprit de la Renaissance. Depuis l'escalier au lion, nous avons une vue superbe sur les façades ouest et sud, les parties les plus anciennes de l'hôtel Plantin. Des bustes de Jean Moretus, de Juste Lipse et de Christophe Plantin. Sur la façade est, nous admirons le buste de Balthazar Ier Moretus, le maître qui, précisément, fit construire cette façade. Au-dessus de la galerie se trouvent les bustes de maîtres plus récents de l'Officina Plantiniana. La publication d'un livre était l'aboutissement d'un nombre d'opérations préparatoires. La base du processus typographique est la fabrication de caractères séparés en métal. Au moyen de lime et de burin, un caractère en relief est gravé sur un des bouts d'un bâtonnet en acier. À l'aide d'un contrepoinçon, les parties inaccessibles pour la lime sont enlevées. Le poinçon est frappé à l'aide d'un marteau sur un bout de cuivre. Ainsi, la lettre se trouve imprimée dans la matrice. Puis, cette matrice est ajustée et limée soigneusement afin d'entrer dans le moule de Gietfles. C'est alors que la fonte des caractères proprement dit peut commencer. La matrice est fixée dans le moule. Une cuillère permet de couler le métal en fusion, un alliage de plomb, de zinc et d'antimoine sur la matrice ajustée qui se trouve au fond du moule. Après refroidissement, chaque caractère coulé est retiré et limé sur mesure. Le musée possède environ 5000 poinçons et 15 000 matrices représentant quelques 80 types de caractères et de corps. Nous retrouvons cette diversité dans le dépôt de l'imprimerie, le long des murs et jusqu'au plafond, des rayons remplis de casses à lettres. Les caractères séparés sont assemblés dans des casses à lettres. Ce sont des boîtes plates et ouvertes, divisées en compartiments de différentes dimensions. Dans la main gauche, le typographe tient un composteur, une équerre en bois pouvant contenir quelques phrases ou lignes. La main droite sert à sortir en bon ordre les lettres des casses. Les phrases sont assemblées en une colonne ou en une page sur un solide tableau en bois, la galée. Plusieurs pages constituent une composition. Celle-ci est ficelée.
Cette composition est ensuite placée sur un cadre en bois qui repose sur la dalle de la presse. La composition est ensuite fixée dans le châssis à l'aide de petits bouts de bois, le serrage à coin. Vient ensuite l'épreuve. À cet effet, la composition est ancrée à l'aide d'un tampon. De forme demi-sphérique, ce tampon est rempli de laine cardée. Le papier humidifié est posé sur le tympan. Ensuite, la frisquette et le tympan sont fermés et posés sur la composition. Le tout est roulé sous la platine qui est pressée sur le papier par une forte traction sur un levier. La platine est ensuite soulevée, le chariot repoussé, la frisquette et le tympan sont ouverts et la feuille imprimée est détachée du tympan. Les épreuves sont corrigées par les correcteurs qui repèrent toutes les fautes faites lors de la composition à la main. Le correcteur corrige la pagination, les accents, l'orthographe, les abréviations et les caractères. Il indique chaque faute à l'aide d'un signe convenu. Les feuilles corrigées sont placées en bon ordre dans les tiroirs de la table du correcteur. Le typographe reprend l'épreuve pourvue de signes de correction. Il corrige les fautes et remplace les caractères erronés par les caractères corrects. Après la mise en page, une deuxième épreuve est tirée, l'épreuve de révision. Le correcteur vérifie cette fois si les corrections indiquées ont réellement été exécutées. Ainsi, il peut marquer son accord. En ce moment, le texte est bon à tirer, c'est-à-dire qu'il est prêt à être imprimé sur une des presses dont s'enorgueillit l'imprimerie. Au sommet de son activité, Plantin imprima jusqu'à 50 éditions par an. Il n'avait pas moins de 16 presses en action, un chiffre dont on comprendra tout le sens si l'on songe que les Estiennes, la plus grande famille française d'imprimeurs du XVIe siècle, n'ont jamais utilisé plus de 4 presses. Plantin était l'imprimeur le plus important de son siècle. Des milliers de livres quittèrent l'Officina Plantiniana, parmi lesquels un grand nombre de travaux scientifiques et d'éditions religieuses exportés en grande partie vers l'Espagne et ses colonies. Si la quantité diminua pendant les années de troubles du XVIe siècle, la qualité se maintint. Des ouvrages importants sortirent continuellement des presses plantiniennes, par exemple ce traité de botanique de Lobel. Le Thesaurus Teutonicae Linguae, le premier dictionnaire de langue néerlandaise, réalisé à l'initiative personnelle de Plantin. La Biblia Regia ou Biblia Polyglotta, une édition de la Bible en 5 langues, hébreu, grec, latin, chaldéen, syriaque. Il s'agit de 8 grands in-folio, l'œuvre la plus considérable qu'ait jamais entrepris seul un imprimeur aux Pays-Bas. Le Kruidboek de Rembert Dodoens, un superbe exemplaire illustré de gravures sur bois coloriées à la main.
Plantin édita de nombreuses œuvres du grand humaniste Juste Lipse, qui a donné son nom à cette pièce. La pièce est tapissée de cuir doré, un superbe et rare spécimen de guadamassil, cuir doré espagnol du XVIe siècle, dont les élégantes arabesques trahissent nettement l'origine mauresque. Plusieurs toiles rappellent le souvenir du grand savant. Au-dessus de la cheminée, une ancienne réplique du tableau de Rubens, Juste Lipse et ses élèves. À côté du grand humaniste, on distingue Philippe Rubens, frère du maître. À l'arrière-plan, le grand peintre lui-même assiste en spectateur à la leçon. Au-dessus de la porte est accroché un autre portrait de Juste Lipse, le portrait par Rubens de Sénèque, le philosophe romain. À côté de la chambre de Juste Lipse se trouve le bureau. Ces deux pièces sont parmi les plus anciennes de la demeure. Malgré la riche tapisserie en cuir doré malinois, nous nous apercevons immédiatement que nous sommes entrés dans le bureau d'un homme d'affaires, comme en témoignent le pupitre en chêne, le porte-lettres encastré dans le mur et le petit coffre-fort recouvert de fer. Les archives si riches du musée constituent une mine inépuisable pour l'histoire de l'Officina Plantiniana, pour l'histoire de l'imprimerie et même pour l'histoire de la vie économique, sociale et culturelle de nos provinces. Avec la publication en 1559 de la magnifique et somptueuse pompe funèbre de Charles Quint, Plantin est tout à coup reconnu partout. Pour la première fois, des gravures sur cuivre illustrant un livre sont largement utilisées. Dans le processus typographique, la gravure sur cuivre, l'héliogravure, pose plus de problèmes que la gravure sur bois, mais elle permet un travail plus raffiné. L'héliogravure est une technique d'impression en creux alors que la gravure sur bois est une technique d'impression en relief. Les projets de frontispice dessinés par Pierre-Paul Rubens permirent au livre baroque anversois de se hisser au sommet et lui valurent un rayonnement international. La gravure sur cuivre et l'eau forte sont des techniques d'impression en creux. Avant l'ancrage, la plaque est chauffée pour rendre l'encre plus fluide. Ainsi, elle peut mieux couler dans les traits gravés. À l'aide d'un tampon, un morceau de feutre ou simplement avec les doigts, l'encre est frottée dans les traits gravés. L'encre superflue est soigneusement enlevée à la main. Ainsi, l'encre se trouve dans les parties creuses, d'où le nom d'impression en creux. Une feuille de papier légèrement humidifiée est posée sur la plaque, couverte d'un gros feutre souple. La plaque, la feuille et le feutre sont roulés entre les deux cylindres de la presse hélio. La forte pression pousse le papier dans les creux remplis d'encre. Le papier l'absorbe et s'en imprègne. Très vite, Plantin se rendit compte des nombreux avantages de la gravure sur cuivre et de l'eau forte. Un travail plus précis et plus raffiné, une plus grande gradation de demi-tons, du blanc au noir, en passant par toutes les demi-teintes, du gris d'après la profondeur du trait ou la distance entre les traits. Contrairement à la gravure sur bois, la gravure sur cuivre permettait à la fois un tirage plus élevé. Grâce à la gravure sur cuivre, les illustrations des ouvrages anatomiques sont reproduites de façon parfaitement détaillée. Le musée conserve environ 15 000 bois et 3 000 cuivres ayant fait partie du matériel d'illustration des Plantins et des Moretus. Des 3 bibliothèques richement fournies que compte la maison plantinienne, la plus grande fut installée par Balthazar Ier Moretus. La bibliothèque compte quelques 30 000 volumes. L'admirable collection de manuscrits contient entre autres les chroniques de Froissart et la Bible du roi Venceslas de Bohême datant de 1403. Outre les éditions musicales, le musée possède une Bible à 36 lignes de Gutenberg.
Pendant tout un temps, la bibliothèque a servi de chapelle privée. En témoignent des bustes du XVIIe siècle représentant des saints et des papes ainsi qu'un tableau d'autel, le Christ en croix. Maintenant, nous y trouvons à peu près toutes les éditions de Plantin et des Moretus, de même qu'une brillante collection d'éditions anversoises et un choix d'ouvrages de typographes étrangers. Un globe terrestre et un globe céleste rappellent le rôle important joué de 1540 au XVIIIe siècle par les provinces du Sud et ainsi par l'hôtel Plantin en matière de géographie scientifique et de cartographie. Dans cette pièce, le plan d'Anvers par Virgilius Bolognensis et Cornelius Grafeus, datant de 1565, il mérite une attention toute particulière. C'est un spécimen remarquable de la cartographie du XVIe siècle dont on ne connaît aucun autre exemplaire. En quittant la cuisine, nous suivons la servante jusqu'à la salle de séjour du XVIIe siècle où les invités sont à table. Une des dames fait de la dentelle. Cette occupation n'a rien de surprenant dans l'hôtel Plantin, puisque quelques filles du maître tenaient un commerce prospère de dentelle et de broderie. Une vitrine du XVIIIe siècle contient des cristaux, des faïences et des porcelaines ayant appartenu aux Moretus. Quelques-uns de ces objets portent d'ailleurs les armoiries de la famille. L'épouse de l'invité s'est mise au magnifique clavecin. Le tableau, à l'intérieur du couvercle, est une adaptation du tableau de Rubens, Sainte Cécile jouant de l'orgue. L'hôte de Plantin s'est vu offrir quelques épreuves qui témoignent une fois de plus de la supériorité de l'Officina Plantiniana. Les invités, satisfaits, prennent congé. Ils remercient Plantin de l'accueil chaleureux qui leur a permis de visiter les appartements et les ateliers. La tâche quotidienne de Plantin touche à sa fin. Il parcourt encore quelques épreuves et quelques manuscrits prêts à être imprimés avant de s'abandonner à un sommeil bien mérité.